Nicolas Crous, je suis très heureux de vous rencontrer après avoir lu votre dernier livre en date qui paraîtra à la fin de l'été 2021, à la fin du mois d'août de cette année, Retour en pays natal, qui paraîtra au Castor Astral. Alors bien entendu, le titre d'emblée nous fait songer à celui d'Aimé Césaire pour son cahier d'un retour au pays natal, qui est un livre dans lequel les constructions littéraires étaient aussi innovantes, étaient aussi, comment dirais-je, libres de construction que celles que vous semblez vous être données pour ce livre-ci. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que le titre est venu immédiatement ou est-ce que c'est après coup que vous avez imaginé d'écrire un titre qui est très beau, Retour en pays natal? Là, je dois vous dire que on m'a fait remarquer effectivement après coup, sans que j'y ai pensé par moi-même, la référence à Aimé Césaire, qui est évidente effectivement, quand on l'a à l'esprit. Et pourtant, c'était pas du tout délibéré. La, la référence, par contre, qui était plus claire, c'était celle de ce haïku de Issa Koyabashi Issa, si je prononce bien son nom, et que je mets en exergue du livre. Je n'ai plus de mémoire, mais je trouve absolument magnifique ces Alors, trois. je vais le lire puisque j'ai le texte sous les yeux. Dans chaque perle de rosée tremble mon pays natal, et le nom du poète japonais est Kobayashi Issa. Exactement. Et voilà, le pays natal, en lisant ce haïku, je l'ai reconnu, je l'ai fait mien, bien que ces vers sont ceux d'un japonais d'un autre siècle. Mais voilà, c'est ça la littérature aussi. Absolument, absolument. Il y a une mémoire inconsciente que nous avons de certains éléments, et ce livre, votre livre, Retour en pays natal, est finalement une exploration de la mémoire de votre enfance, de la mémoire de votre jeunesse, et finalement c'est une exploration de ce que vous conservez de ce qu'a été votre vie, même si vous dites à un endroit que ce livre n'est ni un roman, ni un livre de nouvelles, pas non plus un recueil de poésie, pas davantage une autobiographie. Vous terminez cette série de ce que le livre n'est pas en disant c'est peut-être un puzzle, et il m'a semblé que l'on avait là peut-être un puzzle de Polaroid qui petit à petit dévoile l'image dont ils ont été qu'ils ont capté, et qu'au fur et à mesure on construit un livre à partir de ces pièces de puzzle en forme de Polaroid qui se dévoilent. Tout à fait. Et vous savez, lorsque je me suis lancé dans l'écriture de ce qui est devenu ce livre, je n'en avais aucune conscience. Il n'y avait rien de délibéré. Je ne me suis pas dit, je vais m'atteler à maintenant à l'écriture d'un livre où je vais évoquer peut-être à la fois mémoire, réflexion, rêve éventuellement aussi. Non, c'est venu comme si je rentrais dans un grenier et que je trouvais justement éparpillé ici et là, comme vous le dites un peu, c'est des pièces éparpillées, peut-être d'un puzzle. Et prises une à une, vous dites ça n'a pas beaucoup de sens, ça ne raconte rien. Et puis progressivement, en écrivant depuis début 2018, je me suis fait la réflexion, après un an et demi, que ça commençait à raconter quelque chose et que ça commençait à ressembler à l'image d'un puzzle dont les pièces s'assemblent. Et donc, en fait, oui, l'image du puzzle est tout à fait juste. C'est-à-dire que, à mon insu, par contre, c'est important de dire que c'est à mon insu, le puzzle s'est construit, une histoire s'est dessinée que je n'avais pas prévue. Alors c'est une histoire assez vertigineuse, ça va être assez difficile de l'évoquer dans toutes ses facettes parce que c'est un vrai kaléidoscope, mais on peut dire qu'elle est en boucle en quelque sorte, et qu'elle démarre avec la conception, l'instant de la conception de Nicolas Crous,
puisque c'est vous qui êtes le personnage, le protagoniste, le héros central de ce livre, et elle se termine par une projection que vous faites vous-même de votre propre mort, de la fin de votre vie, avec des images, des textes et des évocations tout à fait bouleversantes de ce que peut représenter la fin d'une vie telle que le poète que vous êtes la conçoit. Et juste, là aussi, c'est en avançant dans le travail d'écriture que j'ai commencé à sentir dans ce travail de puzzle une partie importante, large et peut-être la plus importante en termes de quantité de texte, était centrée sur l'enfance, l'origine, ce que j'appelle le pays natal, mais que ça ne me suffisait pas. À un moment, j'ai envisagé de faire un récit centré principalement sur des années de jeunesse, d'enfance, en me disant, ben voilà, on va arrêter là, à la fin de la première partie. Et puis je me suis dit, ben non, je suis un homme de 55 ans, et j'ai eu, peut-être avec ce livre, bien plus que dans mon passé où j'ai écrit des choses diverses, je me suis dit, c'est l'heure d'un premier bilan. Et ce premier bilan, j'espère qu'il y en aura d'autres, évidemment, le plus tard possible. Mais je me suis dit que il fallait, si on se tourne vers les origines, anticiper aussi la fin inconnue de l'histoire. Et donc, parler de la mort, d'abord de la mort des proches, des disparus, qui est au centre de la deuxième partie, et tant les disparus, dont peut-être on va parler, qui sont des disparus très concrets, comme mon père, comme d'autres visages, mais aussi cette évocation d'une ville, d'un passé qui s'est enfoui, enfui et enfoui. Euh, et donc, en même temps, si vous voulez, j'en suis venu à me dire que, eh bien, ça ne suffisait pas d'évoquer ce qui disparaît ou ce qui a disparu de mon enfance, de mon passé, mais qu'il fallait aussi, maintenant que moi je suis devenu père aussi, c'est un livre où la paternité est importante, euh, il fallait aussi évoquer le moment où moi j'allais passer le relais, disparaître, et en envisageant toutes sortes de scénarios, ce qui est tout à fait presque absurde puisqu'on ne connaît jamais le scénario de notre propre fin, mais en imaginant que tout était possible, une mort dans son lit, heureux à 100 ans, en bonne santé, comme on le dit, mourir en bonne santé à 100 ans, ou un attentat, ou une pandémie, ou un accident de voiture, ou un cancer, tout ce que vous voulez. Donc tous ces textes de fin du livre sont centrés sur la perspective de cette disparition qui fait écho au texte d'origine du début. Alors, vous l'avez dit, il y a 3 parties dans le livre, chacune porte un titre. La première, Réveille-toi mon enfance. La seconde partie, Souviens-toi à ma vie. Et la troisième partie, Dors mon âme. Et on voit bien les trois différentes étapes de la chronologie que vous venez d'évoquer. Alors, vous dites de ce livre, vous vous interrogez dans ce livre sur le pourquoi vous l'avez écrit, sur le pourquoi vous écrivez, en disant pourquoi est-ce que j'écris? J'écris parce qu'on ne m'entend pas, mais peut-être écris-je pour des frères inconnus, la main qui se posera sur moi et glissera, je te reconnais. Est-ce que ce n'est pas là finalement, et vous êtes journaliste culturel, vous êtes plongé dans ce qui est la littérature et l'expression artistique, est-ce que ce n'est pas là finalement la fonction de l'écriture et de la littérature, de permettre à celles et ceux qui vous lisent de se retrouver comme avec un frère en destin? Oui, oui, c'est ça, bien sûr. En littérature ou dans d'autres arts, le cinéma pour moi est important et j'ai des frères qui ne sont plus là, des frères disparus, dont que je cite par exemple Bergman et Fellini, mais je pourrais en citer tant d'autres. Mais bien sûr, c'est la fonction, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ce que vous dites est intéressant dans la mesure où dans une première phase,
lorsque j'ai eu terminé un premier ensemble de ce livre, je me suis interrogé en me disant est-ce que je ne suis pas dans quelque chose de finalement trop personnel et peut-être difficilement partageable, communicable. Je me suis interrogé là-dessus en me disant est-ce que je dois le publier, en faire en quelque sorte un objet public. Et ma compagne, ma femme, qui a lu, qui est un public assez, comment dire, une lectrice assez sévère et critique, me disait, après l'avoir lu, je t'assure que il y a autre chose et qu'il y a quelque chose qui dépasse le cadre familial. Et elle m'a dit, je lui fais confiance pour les raisons que je viens d'expliquer, elle m'a dit, je crois que ça mérite de, voilà, que ça devienne un objet qui a un caractère plus littéraire et donc avec une dimension de partage avec des inconnus. Alors, je peux confirmer par mon témoignage de lecteur, nous sommes à peu près de la même génération à 10 ans près. Il me semble que une des vertus de cette manière de témoigner de la mémoire de soi, de sa vie, permet aussi de rendre compte de la communauté dans laquelle nous sommes. Ainsi, vous parliez du cinéma et des films ou des chanteurs comme Alain Souchon, Oui. et finalement, ou Claude Sautet dans le cinéma aussi, en lisant ce que vous en dites, et vous écrivez magnifiquement sur le cinéma en particulier, il y a des phrases et des évocations très fortes de l'appropriation du cinéma par vous, l'auteur. Je me suis rendu compte que finalement, je partageais exactement non pas les mêmes souvenirs, mais les mêmes effets que produisaient ces œuvres d'art sur celui qui les reçoit. Et c'est un peu cela qui fait peut-être de votre livre singulier un livre finalement universel. Et peut-être, comme vous venez de le dire indirectement, qu'il y a peut-être, même si ce n'était pas délibéré, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu générationnel, dans le sens où, comme vous le dites, en tout cas, pour certains, certaines références, j'ai parlé du cinéma, vous venez de rappeler Alain Souchon, qui, lorsque j'étais encore presque un enfant ou jeune adolescent, a eu une importance capitale, mais d'autres aussi, un peu plus âgés, la découverte des livres d'Henri Miller, tout ça, ça dépasse, si vous voulez, ma petite histoire, sans doute. En ce qui concerne Alain Souchon, me revient le souvenir de ce passage où vous racontez l'effet que la chanson d'Alain Souchon a eu sur vous, jeune adolescent, mais aussi l'effet a posteriori lorsque, adulte journaliste, vous l'interviewez et lui ne se rend pas compte de l'émotion que ça représente pour vous de vous retrouver face à ce chanteur qui finalement a conditionné une partie de votre approche du monde. C'est en ça qu'on fait un curieux métier qui est à la fois un plaisir d'enfant qui a la chance de rencontrer ses Pères Noël, et les Pères Noël existent. Et à la fois, mais avec les limites de ces rencontres que l'on imagine magiques, c'est qu'effectivement, pour moi, quand je rencontre quelqu'un comme Alain Souchon, et j'ai eu d'autres rencontres dans mon métier avec des gens qui me faisaient rêver depuis l'adolescence, comme Woody Allen par exemple, dont je parle moins ici, mais pour moi, c'est chargé de plein de choses et des choses intimes, parce que Alain Souchon, c'était pas juste un chanteur qui passait à la radio ou dans le poste de télévision. C'était quelqu'un qui me parlait, qui était un frère, un grand frère, parce qu'il a une vingtaine d'années de plus que moi, mais qui disait des mots pour moi, qui trouvait les mots pour moi, et en cela qui était un intime. Et le fait de retrouver ce grand frère intime dans une suite de l'hôtel Métropole en 2019, peu avant que l'hôtel Métropole tombe en faillite, c'était très particulier. C'est-à-dire que pour moi, je n'en ai pas parlé, je ne m'en suis pas ouvert auprès de lui. Je trouvais que c'était indécent, c'était pas l'endroit. Mais par contre, oui, c'était un moment, un beau moment, mais un moment aussi un peu triste et un peu particulier. Alors, dans votre livre, vous évoquez aussi des figures très proches, familiales, votre père, votre mère, votre frère et votre sœur, qui sont des personnages évidemment centraux de votre enfance. Et peut-être qu'on
pourrait évoquer d'abord votre maman avant de parler de votre père, le poète Jean-Louis Cruz, dont j'aimerais qu'on évoque aussi l'œuvre. Alors, le portrait que vous faites de votre maman remonte aussi à sa propre famille, à elle, avec cette détresse de son enfance qui est liée à la maladie mentale de sa mère à elle, de votre grand-mère, dont vous racontez à nouveau magnifiquement dans ses derniers instants, avant de mourir, elle a un moment de lucidité, comme si elle vous offrait cette lucidité à vous, puisque vous y assistez au moment, quelques instants avant son décès. Alors, ce personnage de votre mère vers laquelle vous revenez, puisque vous terminez le livre en l'évoquant, maintenant, après avoir écrit le livre, est-ce qu'il y a un sens que vous trouvez lié à votre mère dans l'écriture de ce livre? C'est très difficile de répondre. Plus c'est proche, parfois plus c'est difficile. C'est plus facile de parler d'Alain Souchon pour moi que de parler de ma mère. De mon père, c'est peut-être un peu plus facile parce que comme il n'est pas là, il est parti depuis une douzaine d'années, mais ma mère est toujours là. Je pense qu'on se ressemble pas trop. J'étais très proche dans le caractère de mon père. Elle a été une femme admirable. Elle l'est parce qu'elle est toujours là. Une sorte de mère courage, quoi. Mais elle, c'est aussi une de ces femmes. Allez, si je prends un petit peu de distance, justement, avec moi-même, justement, elle appartient à cette génération de femmes qui se sont sacrifiées à une époque où les hommes, ça part au travail, ça rentre, c'est fatigué et ça donne un bisou aux enfants sur le front. Je caricature. Et la mère, elle s'occupe de tout le reste. C'est-à-dire, tout le reste, c'est quand même juste énorme, quoi. À l'époque, on n'a pas de voiture, on a une petite mobilette où la mère, de temps en temps, va conduire l'un ou l'autre. On n'a pas de machine à laver. Et c'est une vie pas pauvre, pas misérable, jamais, mais c'est une vie modeste quand même, avec une maman qui, du matin au soir, comme d'autres mères, comme beaucoup de mères, et sans doute jusqu'à aujourd'hui, euh, ben, court sans cesse, se donne sans compter. Et donc, c'est à la fois très banal, on va dire, et c'est juste énorme en même temps. Et c'est ça, c'est cette mère-là qui en fait, très jeune, écrivait là, un peu de poésie et qui a mis tout son talent, toute son écriture de côté, comme tant de femmes, pour répondre aux obligations domestiques, entre guillemets. Et mon père a eu le loisir, lui, de développer toute cette créativité. Et maintenant, à son âge, ma maman, qui a presque 88 ans, euh, a retrouvé depuis quelques années le plaisir d'écrire. Et elle m'a encore montré hier un nouveau texte qu'elle écrit, centré, elle, sur sa propre mémoire. Elle repense au jardin de son enfance et de sa grand-mère. Ça nous mène presque au 19e siècle. C'est comme si elle faisait elle aussi une sorte de boucle et que la vie que vous décrivez, la vie d'une femme, d'une mère courage, comme vous dites, aurait été une parenthèse entre deux moments de poésie qui est peut-être la rencontre avec votre père et le grand amour qu'elle a vécu, puis les séparations, les réconciliations, les séparations avec votre père, et finalement de retrouver dans le grand âge cette dimension poétique de la vie qu'elle n'a jamais cessé de connaître et de ressentir. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais je trouve que c'est très joliment dit. Et puis c'est pas joliment dit seulement. Je crois que c'est assez juste. Effectivement, c'est comme si maintenant, il lui est possible, malgré son grand âge, et bien qu'elle ait eu un AVC en 2017, très dur, hein, elle ne maîtrisait plus la parole, elle ne pouvait plus parler pendant quelques jours, elle ne pouvait plus écrire, elle tentait à l'hôpital d'écrire sur un papier ce qui lui arrivait, et les lettres ne venaient plus. Alors là, c'était pas le puzzle, c'était le puzzle des lettres qui sont perdues, avec une sorte de colère et de tristesse que l'on lisait sur son visage parce qu'elle voulait communiquer, elle savait ce qu'elle voulait dire, mais les mots ne venaient plus ni par le verbe ni par l'écrit. Et
Et c'est revenu progressivement. Et maintenant, la voilà qui a récupéré énormément et qui retrouve les premiers émois de la poésie et des textes qu'elle écrivait, sans doute quand elle avait peut-être 20 ans. Alors, si vous voulez, peut-être à travers la poésie que votre maman redécouvre maintenant, peut-être pourrions-nous évoquer la figure de votre père, qui est une figure à laquelle vous avez été peut-être beaucoup plus proche. Vous dites que votre père était presque votre double, qu'il était celui qui vous ressemblait le plus. Vous étiez complice, vous étiez comparse, vous étiez très liés. Vous dites mon père était l'homme de ma vie et d'une certaine manière, lorsque vos parents se séparent, vous avez 6 ans la première fois qu'ils se séparent, finalement vous exprimez, je ne sais plus exactement dans lequel des chapitres, mais cette angoisse de n'avoir pas pu choisir ou d'avoir ressenti que vous deviez choisir entre l'un et l'autre et que finalement vous avez choisi en quelque sorte votre père, ou votre père vous a choisi tellement il y avait de similitudes entre vous. Mais peut-être que votre mère, elle, toujours été présente aussi dans ce choix que vous semblez devoir avoir fait. Alors, votre père, c'était vraiment la figure emblématique de votre, d'une sorte de fraternité, d'une sorte de, quand vous dites mon père était l'homme de ma vie, c'était bien cela? Ah oui, c'était bien cela. Et je dois dire, même si il y a eu, ma vie a complètement changé sur le tard, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, lorsque à mon tour je suis devenu père, juste à sa mort, ce qui est un événement considérable dans ma vie. Mais absolument, c'était et c'est resté l'homme de ma vie. Je peux le dire dans le sens où c'était un père tout à fait peu conventionnel. Ma mère était plus dans l'image, justement, comme je le disais, de la mère courage, dans le sens admirable. Et je ne pense pas pouvoir dire que j'aurais choisi entre l'un et l'autre, d'ailleurs. Disons que je ressemblais davantage à mon père, mais je n'aurais pas choisi entre l'un et l'autre. Mais, mais par contre, mon père était un homme enfant, était un homme qui jouait à quatre pattes, qui montait sur les toboggans, et c'était presque embarrassant, j'imagine, peut-être parfois pour la famille. Mais moi, enfant, je trouvais ça très rigolo d'avoir un père encore en costume, sortant de la banque, montait sur le toboggan et je le raconte en me disant que peut-être lorsque d'autres adultes voyaient ce grand monsieur, il n'était pas si grand, ce monsieur, cet adulte sérieux d'apparence, qui se comportait un peu comme un enfant, c'était à la fois amusant mais peut-être un peu consternant. Et pour moi, ça m'allait. C'était un homme avec qui j'ai eu la chance de pouvoir partager les deux extrêmes, c'est-à-dire on avait des conversations d'une très grande profondeur, on pouvait tout aborder, et à la fois on riait énormément. La légèreté, le plaisir des mots de potache était quelque chose qu'on partageait. Voilà. Vous racontez une très belle séquence qui est celle des lectures que vous faisiez de pièces de théâtre dans le grenier de votre maison. Racontez-nous un peu, parce que c'est vraiment, on dirait des moments magiques. Eh bien, j'avais, je sais pas, 14-15 ans peut-être, et mon père, lui, sa grande affaire, c'était la littérature. Ça, c'est clair. La banque où il a travaillé était une sorte de grand malentendu, mais à la fois nécessaire parce qu'il fallait ramener, voilà, payer des factures et tout. Mais la grande affaire de sa vie, c'est les lettres, c'est la poésie surtout. Ce sont les grands romans, ceux de Roger Martin Dugas, les livres de Virginia Woolf, Dostoïevski, etc. J'en passe, je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus. Mais, alors là, par contre, je me perds. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, non, c'est ça, mais oui, bien sûr. Lecture de théâtre dans le grenier, c'est Voilà, c'est ça, évidemment. comme ça, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte, moi qui était très passionné par le sport, avec mon frère, on faisait du ping-pong, du football, etc. Et vers l'adolescence, j'ai été happé progressivement par le monde littéraire. J'ai commencé à aller beaucoup au théâtre. Et avec mon père, tous les dimanches, tous les samedis, le week-end, on se disait, on va prendre une pièce de théâtre, on va monter au deuxième étage de la maison et on va lire
un Pagnol, un Giraudoux, un Molière, les classiques, Racine, Shakespeare, on était dans les classiques, bien que Pagnol c'était beaucoup plus récent, et on passait une après-midi en se disant tiens voilà, Roméo et Juliette, pour telle scène tu es Roméo, je suis Juliette, mettons, et Pagnol aussi, pour chaque scène qui venait, on se distribuait les rôles. Donc, on faisait chaque fois une mise au point. Après la première scène, tiens, il y a 4 personnages maintenant. Tu prends ces deux-là, je prends ces deux-là. Et on y allait, on y passait l'après-midi. Et c'était des sortes de récréation. C'était le bonheur, en fait. C'était aussi une belle initiation à la littérature et à la poésie. Alors, il y a un point sur lequel j'étais assez intrigué. J'ai découvert en fait la poésie de votre père et la place que votre père occupe dans la poésie belge francophone et les livres que vous avez réédités, l'anthologie ou les œuvres complètes de votre père en poésie. C'était aussi une magnifique initiation, une magnifique transmission qu'il vous donnait de vous faire lire et de lire avec vous ces pièces de théâtre et de vous faire entrer en littérature. Est-ce que ce n'est pas là l'héritage central que le modèle de sa vie vous a donné? C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était délibéré, si c'était une stratégie chez lui ou si c'était tout à fait naturel. Je crois que c'était plutôt naturel. Mais il a réussi quelque chose qui pour moi, j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. C'est que justement, ces séances de lecture où on s'amusait, mais c'était un jeu. Et au fond, je suis rentré dans la littérature. Là, ici, on parle du théâtre, non pas avec le poids euh, justement des œuvres en me disant attention, on va tous toucher à des monuments, mais en nous amusant, en jouant. C'était des jeux de rôle, on s'amusait. Et le fait d'associer la littérature à quelque chose de l'ordre du plaisir et du jeu, c'était la meilleure initiation, ça c'est certain. Alors, on l'a dit, il y a les portraits intimes de votre père, de votre mère, les portraits de la famille. Il y a aussi le frère et la sœur que j'aimerais que vous évoquiez parce qu'ils sont un peu comme des balises d'un côté et de l'autre. Le frère qui vous protégeait dans les moments où vous étiez fragilisé étant enfant, et puis la sœur, votre sœur, avec certaines situations dramatiques qu'elle a pu vivre et que vous racontez dans le livre. Oui, oui, c'est ça. Ça fait partie de cette histoire de l'enfance. À la fois, je pense que c'est une histoire une histoire simple, hein, mon histoire. Je ne pense pas le lecteur va tomber sur une révélation s'il s'intéresse à ce livre, va se dire je vais le lire parce que je vais y trouver une histoire très dramatique ou très particulière sur tel ou tel sujet. Mais ça fait partie effectivement d'une enfance, d'une jeunesse. Ben oui, vous parlez de ma sœur, mais là aussi, je pourrais dire comme je parlais de ma mère, quelque chose qui était générationnel sur les femmes de ce temps-là, eh bien les fillettes ou les adolescentes ou les très jeunes femmes de ce temps-là, qui n'étaient pas encore des adultes, vivaient dans un monde. Est-ce qu'il a tout à fait changé? Ça, c'est un autre débat, on va dire. Et, un monde où les prédateurs étaient là, les attouchements sexuels, etc., existent, mais où quand même, s'il y a une différence avec aujourd'hui, je dirais, et là encore une fois, c'est un autre débat, de savoir si la génération MeToo, quel est l'héritage. Il y a certainement des choses fantastiques dans MeToo. Il y en a d'autres, on sait bien, qui sont plus problématiques dans la chasse aux sorcières parfois. Mais il n'empêche que à l'époque, quelque chose qu'on entendait parfois, et hélas un peu trop souvent, de la part des parents quand ils s'exprimaient, c'était bah oui, si ça t'arrive, s'il y a des hommes qui se comportent mal, c'est comme ça parce que les hommes ont leur pulsion et il faut faire avec. Ce qui est quand même assez terrible parce que c'est un aveu d'impuissance et une sorte de résignation en disant la femme et la jeune femme entre dans le monde adulte
avec cette espèce d'injonction terrible de se dire, ben voilà, je suis une proie et c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Euh, donc ça m'a marqué effectivement. Quant à mon frère, ben j'évoque un moment qui pour moi fait partie de la légende familiale, de la légende de mon histoire à moi en tout cas, un geste d'un héroïsme, d'un courage qui m'a marqué. Et je pense qu'il est plus qu'un détail dans mon histoire, c'est-à-dire que à l'inverse de ma sœur qui n'a pas pu être toujours défendue, protégée, moi un jour je me suis retrouvé face à une bande de jeunes qui m'ont roué de coups. J'étais plus jeune qu'eux et ils étaient nombreux. Et je suis rentré assez décomposé à la maison en larmes. Et mon frère, comme un fou, je le raconte, mais habité par une colère incroyable, m'a tout de suite pris par la peau du cou, littéralement. Moi qui disais s'il te plaît, non, 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 je ne peux pas retourner. Et il est parti là-bas, il a retrouvé cette bande, et lui tout seul, habité par une colère immense, celle qu'on ait pu faire du mal à son petit frère, les a fait détaler. Ils sont partis, entre guillemets, la queue entre les jambes. Mais ça marque, je vous assure que ça marque, parce que tout à coup, vous dites, il y a quelqu'un pour me protéger dans la vie. Et c'est un événement énorme. Il y avait un héros qui intervenait qui survenait dans votre vie d'enfant. Alors, Nicolas Crous, on pourrait pas aborder toutes les évocations que vous nous faites partager dans votre livre, qui est vraiment une sorte de portrait impressionniste d'un demi-siècle, même si on remonte aussi dans les générations qui ont précédé vos parents et cette belle figure de votre grand-mère qu'on a déjà évoquée. Le livre sort dans 2 mois en librairie. C'est un livre qui a une dimension intime, qui a une dimension personnelle, à partir de laquelle, évidemment, on va vers l'universel. Qu'est-ce que vous attendez de la publication de ce livre? Qu'est-ce que vous espérez ou qu'est-ce que vous redoutez au moment de la sortie de ce livre à la fin du mois d'août? Eh bien, je pense que je ne redoute et n'espère rien. Sincèrement, je ne veux pas dire par là que j'en suis indifférent, loin de là. Mais j'ai fait quelque chose qui était important. Et je ne sais pas, dans mon entourage, comme dans l'entourage de tout un chacun, j'ai pu voir des gens, parfois de mon âge, être fauchés par la mort très vite, de façon inattendue. Et ça m'a marqué. Il y a quelques années, j'ai comme ça mon beau-frère qui est mort d'une crise cardiaque, laissant 3 enfants, 3 filles très 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 jeunes, qui avaient même pas 10 ans. Ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit, il faut pas attendre la fin de sa vie pour passer à table, entre guillemets, dire les choses importantes. En fait, c'est ça que j'ai fait avec ce livre. Je me suis dit, je voudrais faire entendre une histoire, une musique aussi, la mienne, et transmettre quelque chose. Transmettre quelque chose. Alors là, on parle peut-être moins directement des frères inconnus dont je parlais, mais aussi, on peut inclure aussi mes proches à moi. Vos 3 filles. Mes 3 filles, notamment, ma famille, ma femme, et, faire partie évidemment les intégrer aussi à ces frères inconnus, en disant, ben voilà, la vie est courte. Mon père disait, la vie c'est l'incroyable surprise d'une seconde entre ne pas être et n'être plus. Et bien voilà, cette seconde-là, ça valait bien un livre pour moi. Et en tout cas, c'est une seconde que vous allez pouvoir partager quand vos filles le liront. Je ne sais pas si votre fille aînée est déjà assez âgée pour pouvoir se plonger dans ce livre-là. Mais en tout cas, elles découvriront ce livre dans quelques années. Et je pense qu'il y a là aussi cette part de transmission par la poésie, par laquelle finalement vous succédez aussi à votre père dans cette transmission-là. Mais je crois que ce serait une belle chose, en effet, et j'espère qu'elles le liront un jour. Et
Je pense qu'elles le feront, mais peut-être que je ne serai plus là et peut-être que ce sera dans longtemps parce que parfois les enfants, il faut pas trop leur en demander, hein, ça il faut pas toujours estimer que ça va les passionner. Mais peut-être qu'un jour elles ouvriront ici ou là une page et qu'elles se diront: «Tiens, mais j'apprends des choses sur cet homme qui était mon père». Très bien. Nicolas Cruz, je propose que nous arrêtions ici sur cette évocation de vos trois filles, l'interview à propos de votre dernier roman en date, mais qui sortira, je le rappelle, à la fin du mois d'août, Retour en pays natal, qui paraît au Castor Astral. Et je vous remercie de nous avoir donné ce témoignage, cette évocation, cette plongée dans la mémoire d'un demi-siècle que vous partagez avec autant de générosité et avec des moments d'une poésie éminemment émouvante. Je recommande à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent de se plonger dans ce livre. On en sort enrichi d'un partage qui est un partage très généreux. Merci Nicolas Cruz. C'est moi qui vous remercie.